Et salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le planning des sorties des jeux solo du mois de juillet 2024. La vidéo va être assez brève, il y a assez peu de jeux, vous aurez le temps de profiter de vos vacances ou des soldes que vous avez achetés, voire les deux en même temps. La vidéo sera d'autant plus brève que je la retourne puisque j'ai oublié de lancer le micro et que du coup j'ai un petit peu la flemme, même si elle est encore une fois brève. Comme d'habitude, on essaie d'être exhaustif, mais il peut y avoir des erreurs de date, etc. On n'est pas sur du 100%. D'autant plus que vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de problèmes de livraison, de retard avec la piraterie dans la mer Rouge, et puis les grèves CGT. Je crois que c'est CGT au niveau des ports, donc c'est un petit peu la galère. Dans tous les cas, on commence par le premier jour, le vendredi 5 juillet, il y aura 5 sorties, notamment le nouveau microgame de chez Matago, qui est du coup une localisation d'un button shine. Il s'agit de plan séquence ou en anglais Moving Pictures, un jeu de Chris Kilmowski illustré par Giulia Campobello. On va être un réalisateur et on va essayer de remettre les scènes de notre film dans le bon sens, histoire de faire un montage parfait, un peu comme cette vidéo. Bien sûr, le jeu se veut un peu difficile, donc il y a plus de chances qu'on perde et qu'on fasse un vieux montage, un peu comme dans cette vidéo. C'est un jeu qui va un peu nous faire penser à Smithy, le jeu là où il y avait toutes les images des jeux de Jamie Stegmaier, où c'est un jeu coopératif. Vous voyez, c'est la petite pochette bleue, mais qui se joue également tout seul. C'est un jeu où finalement on va être à communication restreinte, voire interdite. Je vais avoir une main de 3 cartes, pas mon adversaire, mais mon collègue, mon ami va avoir une main de 3 cartes, et on va devoir essayer de reconstituer une frise chronologique. On va devoir mettre nos cartes de manière à ce qu'il y ait les 6 cartes sur les 18 qui sont rangées par ordre numérique. Sauf que forcément, ça va pas être si simple que ça. Ça va se jouer en 3 manches. Les manches vont être de plus en plus importantes. D'abord 6 cartes, puis 7 cartes, puis 8 cartes à replacer dans le bon sens. Vous voyez que ces cartes déjà ont un petit design assez sympathique. Ça fait très storyboard, donc ça rentre plutôt bien dans le thème, tout en étant assez sobre et épuré. C'est pas magnifique, mais ça colle bien. Le but étant donc de mettre les cartes dans le bon ordre. Là, on peut se dire, bah, ils ont totalement foiré. Oui, mais peut-être pas. On prend une carte de notre main et on la place sur un des emplacements vides. Quand on la place, eh bien, on va jouer l'effet qui est présent en dessous. Par exemple, là, la personne a joué la scène 16. Quand cette carte est dans le film, ignorez tous les effets quand la carte est jouée. Donc à chaque fois, on prend une carte, on en place une, on fait l'effet. Des fois, ça va permettre de changer l'ordre des cartes, etc. Des fois, ça va permettre de supprimer une carte. Des fois, ça va permettre de voir une des cartes dans la main de l'adversaire, et enfin de l'adversaire de notre ami. Et donc petit à petit, d'essayer de refaire une bonne frise. En solo, bah forcément, on joue tout seul. Donc ça va peut-être être plus simple, mais en même temps, peut-être pas. Puisqu'on va jouer quand même, comme si on était 2 joueurs, l'adversaire, enfin la personne en face aura 3 cartes face cachée, on va en prendre une au hasard. Donc du coup, ça peut être un choix qui est totalement incohérent par rapport à ce qu'aurait pu jouer un vrai joueur. Sauf que, on la prend, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, par contre, on va choisir nous-mêmes où est-ce qu'on la place. Et cette carte-là, on va la choisir, on va la placer en fonction des cartes qu'on a dans notre main. Donc certes, le choix de la carte sera peut-être totalement anarchique, totalement foireux, mais je sais ce que j'ai dans la main, donc finalement, je peux la placer d'une manière peut-être plus intelligente que si c'était l'autre joueur qui n'a aucune information sur ma main. Donc finalement, le jeu est peut-être un peu différent, mais je pense qu'en termes d'équilibre, on est quand même toujours plutôt bien placé. Je pense pas que le mode solo rende le jeu beaucoup plus simple ou beaucoup plus dur. Je pense que ça reste plutôt cohérent. Bon, ça m'a l'air d'être un jeu qui me fait encore une fois penser à Smithy, mais ça m'a l'air plutôt ok. Un jeu qui change un petit peu des autres microgames. Franchement, j'ai hâte d'essayer, de voir si les effets sont plutôt rigolos, s'il y a une belle rejouabilité ou pas, ou si finalement, une fois qu'on a fait 2-3 parties, on a fait le tour. Ensuite, toujours chez Matago, on va enchaîner. On va avoir une ressortie. Un jeu qui a fait un petit peu l'actualité, parce qu'il y a eu Tucana Builders qui est sorti le mois passé. Tucana Builders qui était le petit frère de Trails of Tucana, mais qui retirait le côté flip and write pour faire un jeu avec des tuiles. Et bah là, on a Trails of Tucana qui ressort, mais dans une version légèrement améliorée, parce qu'en plus, il y aura la mini extension Ferry dedans. Donc c'est Matago, c'est 18 €. C'est un jeu de Amundsen, Osby et Elif Svensson, donc ceux qui ont fait Revive, mais qui ont fait aussi des jeux beaucoup plus simple. Je me demande si c'est pas eux qui ont fait Axo. Je dis peut-être des bêtises, non, c'est pas eux Axo. Axo, c'est des Italiens. Bref, ils font des jeux des fois un peu experts et des fois des jeux très familiaux comme les The Trails of Tucana. Vous voyez, 1,26 à BGG. C'est très simple. Comment ça marche? Eh bien, c'est un flip and write. Le but, ça va être de faire des chemins
des chemins qui vont relier eh bien, cette espèce de serpent, cette espèce de chat, les toucans, les obélisques, jusqu'à des villages qui sont situés tout autour de la carte. Plus on le fait tôt, plus on marquera des points parce qu'il y a un certain côté incrémental et le jeu se déroule en plusieurs manches. Comment on va faire les traits? Eh bien, pas exactement comme on veut. À chaque tour, il y aura 2 cartes comme ceci qui seront tirées. Là, une forêt et une montagne. Ça veut dire qu'il faut faire un trait entre 2 cases qui sont adjacentes. Un chemin entre 2 cases adjacentes de ce type. C'est pas forcément un chemin qui est déjà relié au reste, c'est n'importe où. Donc à vous du coup de prévoir, d'essayer de réfléchir comment faire un chemin qui va faire que petit à petit, on va essayer de tout relier et scorer des points. C'est un jeu qui a des règles très simples, mais finalement qui est pas facile à bien scorer. Clairement, plus vous allez jouer, plus vous allez être fort. Moi, j'ai fait 2 parties avec quelqu'un qui avait l'habitude de jouer. Je me suis fait défoncer dans les 2 cas. Il n'y a pas eu de challenge. Enfin, si, il y a eu un challenge pour moi, mais il n'y a pas eu de duel pour elle. C'était, je me suis fait violer, hein, c'est le terme, tout simplement. Là, du coup, on a une petite extension ferry qui va clairement pas bouleverser les choses. Ça rajoute une nouvelle carte et normalement, vous devez faire des chemins entre 2 cases qui sont adjacentes, par exemple. Mais si vous avez, avec le ferry, eh ben, il va y avoir des trajets par la mer qui va permettre de rejoindre 2 parties de l'île qui finalement n'étaient pas côte à côte et donc peut-être permettre d'avoir des explorations un peu nouvelles. Voilà pour Trails of Tucana. Le running gag, parce que c'est depuis que j'ai créé cette série de vidéos que eh bien, je présente ce jeu chaque mois, donc ça va faire, je crois que j'ai commencé en avril, ça va faire la 4e fois que je le présente, mais ça y est, là c'est sûr, il va sortir au mois de juillet, les boîtes vont pas tarder à arriver au port, et j'ai même l'éditeur qui m'a confirmé que j'allais recevoir une boîte, et ça c'est plutôt cool parce que ça m'intéressait. Il s'agit de The Smashers Coach Battler, un jeu de France Couder et illustré par Gabriel Yanoko. C'est édité par Aura Game Legends pour 32 € prix de vente conseillé, mais sur Ludum ça sera plutôt 29. Je vous mets la vidéo comme les autres fois, c'est un auto-battler. Et moi du coup ça m'enjaille au taquet. Est-ce que ça sera bien ou pas? On le découvrira bien assez tôt, mais finalement c'est un auto-battleur, donc vous avez vos cartes en main, vous choisissez votre combinaison, vous les placez sur votre plateau, et une fois que vous avez créé votre petite synergie, et les mains en l'air, vous n'avez plus rien à faire, vous prenez un petit café, et le jeu va se combattre tout seul. Les adversaires vont se combattre tout seuls, et est-ce que c'est des points de vie qu'on perd, est-ce que c'est de l'argent qu'on gagne, est-ce que c'est des points de victoire, ça je ne sais pas, mais moi j'aime ce côté, eh bien on a plein de synergies possibles, mais on n'a que quelques cartes et on essaie de créer une composition petit à petit qui va être assez puissante en essayant d'avoir de la chance de récupérer les bonnes cartes en draftant, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan de Battlegrounds sur Hearthstone. Est-ce que ça sera de cet acabit? Je n'en ai aucune idée, mais moi, ça me donne clairement envie. Et donc, j'ai hâte de le recevoir. Ensuite, je les mets dans les jeux solo parce que ce sont des jeux solo. Mais on est vraiment à la marge du jeu de société parce qu'on est sur le jeu de rôle. Et donc, forcément, ça ne va pas intéresser tout le monde. Moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai essayé, j'ai acheté un jeu de rôle il y a quelques mois qui s'appelle Ronin, qui fait d'ailleurs partie de la gamme des 2 jeux dont je vais vous parler. Et finalement, j'ai pas du tout accroché parce que finalement, c'est pas un jeu de rôle comme en multijoueur où on va créer une aventure tous ensemble. Là, on va vraiment finalement écrire un livre. On ne peut pas juste se créer l'histoire dans la tête et se faire une voix. Il faut le placer sur un papier pour que c'est de la consistance, que c'est de la profondeur. Et du coup, clairement, c'est vraiment un jeu beaucoup plus d'imagination encore que les vrais jeux de rôle. Mais surtout qui nécessite de prendre un crayon, d'écrire notre histoire et finalement d'être un écrivain. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me saoule un peu. J'ai pas cette patience, j'ai pas cette imagination, j'ai pas cette créativité, donc clairement, c'est pas pour moi. Même si je reconnais que ça peut plaire à pas mal de monde et que c'est plutôt bien fait. On en a donc 2 qui sortent au prix de 10 € chez les fondations de l'imaginaire. On a Lignée Royale. Je vais vous lire le petit brief, c'est un jeu de rôle solo de généalogie royale et de narration. En tant qu'historien royal, il est de votre devoir de conserver une trace de la vie des rois et des reines. Construisez l'histoire complète d'une nation vue au travers des yeux de ses souverains. Donc là, il faut juste 2 dés à 6 faces pour celui-ci. Et puis forcément, il y a une fiche de personnage qui peut être facilitée par des lancers de dés. Par exemple, notre petit surnom, on peut lancer 2 dés et en fonction, on verra si on est le tyran, le bon ou le chaste. Mais bien sûr, vous pouvez créer vous-même totalement vos créations. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce qui est écrit. Voilà, Ronin, c'était celui-ci. Et donc le deuxième qui sort, c'est Berlin la Mortelle. Là, on va être dans un univers beaucoup plus dark, qui va du coup être plus clivant, je pense, que le premier. Berlin, ville où 2 visions du monde se sont regardées par-delà un mur sorti de nulle part lors d'une nuit d'août 1961.
dans Berlin la Mortelle, plongé dans le plus grand nid d'espions du XXe siècle, en pleine guerre froide, déjouer des conspirations pour le compte du service de renseignement pour lequel vous travaillez, par patriotisme, idéologie ou juste ambition personnelle. Jeu de Jérôme Miozo et illustré par lui-même, aidé par Tollcraft Chosero. Là, pour le coup, il faut un peu plus de matériel. Il faut un jeu de 32 cartes et un dé 20, ce qui, je pense, est le cas d'à peu près tous les joueurs, surtout si vous aimez les jeux de rôle. Donc là, on est dans un univers très, très guerre froide, donc bon, il faut accrocher. Voilà, ça existe, il y en a qui aiment beaucoup ce genre de jeu. Je sais que j'ai vu pas mal de vidéos sur la voix du corbeau, enfin pas mal de vidéos, on s'entend. Donc je sais pas s'il était au-dessus des autres ou si il a été un peu plus mis en avant, mais il y a vraiment des gros joueurs de ça. Ça, c'était pour le samedi 5 juillet, pour le vendredi 5 juillet, pardon. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est surtout le nouveau microgame que je vais acheter à coup sûr et The Smashers que je vais recevoir et que je suis pressé d'essayer. On arrive sur le vendredi 12 juillet. Vendredi 12 juillet, il n'y a que 3 jeux. Mais là, c'est la radia, j'achète 100% de ce qui sort le vendredi 12 juillet en solo. Déjà parce qu'il y en a que je vous en ai parlé et reparlé, parce qu'ils sortent, ils sont décalés, ils vont enfin sortir. On a la nouvelle campagne, la revisite de la campagne d'horreur Arkham, Les Dévoreurs de Rêves. Je crois que c'est la 4e campagne, non, la 5e campagne. Le Cercle brisé, Gargosa, l'Expédition perdue, Dunwich. Oui, c'est la 5e campagne, Les Dévoreurs de Rêves, donc qui était déjà sorti en 2019, mais là qui se ressort dans cette édition revisitée. Ça va ne changer absolument rien. Si vous avez déjà l'ancienne version, il n'y a rien. Je ne crois même pas qu'il y ait d'errata particuliers. Mais pour le coup, je ne l'ai pas fait, moi, cette campagne. Donc je ne sais pas si elle est bien ou pas, mais j'adore Horror Arkham. J'ai profité des soldes pour récupérer pas mal de petits packs de scénarios indépendants que je n'avais pas, que j'ai pu trouver aux 2 tiers du prix, donc ça je suis bien content, et celle-ci je vais me l'acheter. De même que le Seigneur des Anneaux JCE a sa campagne Ered Mitrine, on en a parlé le mois précédent, il a été décalé, et il sort là. Ered Mitrine, c'est donc la version, le 8e cycle, hein, les Terres Sauvages du Rovagnon qui sort. Là, mais je pense que vous êtes au courant, là je vous invite à l'acheter même si vous avez l'édition révisée. Parce que la différence, c'est que c'est pas juste les cartes qui sont ressorties, c'est qu'il y a maintenant une campagne. C'est-à-dire que dans le Seigneur des Anneaux, chaque campagne, historiquement parlant, c'est 8 scénarios qui s'enchaînent. Il y a une petite trame scénaristique globale, mais globalement ça s'enchaîne, et c'est tout. Il n'y a pas trop de points communs. Vous pouvez faire l'un, puis l'autre, puis l'inverser. Inverser dans l'ordre que vous voulez, ça ne changera pas grand-chose. Là, avec les éditions revisitées, et bien, donc depuis, comment ça s'appelle, bon bref, peu importe, et bien ils ont rajouté une petite campagne, c'est-à-dire qu'il y a des cartes que vous allez pouvoir récupérer dans votre deck et qui vont rester pendant les 8 campagnes, pendant les 8 chapitres. Il y a des petits objectifs supplémentaires et un peu plus de narration, il y a souvent des alliés qui apparaissent que si vous jouez pendant cette campagne, donc ça rajoute un peu de contenu. Là où les cartes joueurs sont exactement les mêmes, à part quelques petits errata, fait volontairement ou pas d'ailleurs, sinon ça change rien. Là les campagnes, je vous invite à les prendre, et donc moi j'ai déjà ce 8e cycle en édition complète, et je vais me le prendre en édition révisée. Et la nouveauté, parce que ça finalement c'était des rééditions, c'est aussi une réédition. Il s'agit de l'édition 10e anniversaire d'un des gros classiques du deck building, un des 2 pères fondateurs du deck building. Ce n'est pas Dominion, il s'agit d'Ascension, jeu fait par John Florio, Justin Gary et Brian M. Kibler, illustré par tout un tas de gens. C'est les 10 ans en France, donc ça ressort. C'est pas une édition spécialement française, hein, c'était sorti il y a 2 ans en VO, mais bon, on a un petit peu de décalage. Et finalement, c'est pas exactement la version originale. Il y a un petit peu moins de cartes. Il y avait 200 cartes dans la version originale, il n'y en a plus que 181. Pourquoi? Parce qu'il y a des cartes qui ont été retravaillées pour être plus cohérentes dans l'ensemble. Pour améliorer le gameplay, donc il y a certaines cartes améliorées, certaines cartes supprimées. Ils ont aussi refait certains designs des personnages les plus iconiques, mais je n'en sais pas plus parce que sur BGG on n'a pas trop de photos, on a juste ça pour la version revisitée, donc je ne sais pas à quel point ça c'était des cartes qui existaient déjà ou des nouvelles, mais on a un design quand même très magique au niveau du design, on est vraiment sur de la dark fantasy. Si on retourne sur les premières pages, on a toute cette partie-là qui est en cartes dessinées. Je ne sais pas à quel point ce sont des cartes de la première génération, parce que Ascension, il y a eu plein de trucs qui sont sortis, mais elles sont assez rigolotes, tout en crayon de papier, en crayon de couleur. Je ne sais pas si ce sont les vraies cartes ou si c'est un truc fan-made, mais si c'est le cas, c'est quand même plutôt
plutôt sympa. Et finalement, Ascension, là où Dominion a créé le deck building, et donc a créé un deck building avec un marché fermé, il y a des cartes, on sait dès le départ quelles sont les cartes qu'on peut acheter pour améliorer nos decks, et bien Ascension, il me semble, je ne suis pas un expert non plus, même si j'aime beaucoup les deck building, que c'est celui qui a créé cette notion de rivière, c'est-à-dire que les cartes vont venir et être défaussées et être remplacées, et qu'on n'aura pas du tout les mêmes cartes en début ou en fin de partie, ou à travers les différentes parties. Il me semble que c'est Ascension qui a créé ça. À quel point aujourd'hui Ascension, ça sert encore à quelque chose, ou est-ce que c'est juste de la branlette intellectuelle de se dire « je joue un grand classique », eh bien on le découvrira, parce que c'est sûr que je vais l'acheter. En plus, ça coûte pas cher. 30 € chez Yellow. Bon, il n'y a que 180 cartes, mais je suis quand même pressé de tester ce classique. Ensuite, vendredi 19 juillet, il n'y aura que 2 jeux. Le premier dont je vais vous parler, je vous en parle parce que je vous en parle, mais s'il y avait plus de contenu, clairement, je vous aurais épargné ça, parce que c'est un jeu pour enfants. Alors, je suis en train de me battre pour fermer cette image, voilà. Un jeu pour enfants, La Colline aux Faux Follets, mais la version jeu de cartes. Et je vous en parle parce que ça joue en solo, et surtout que le premier a quand même été nommé à l'As d'Or. Il n'a pas gagné, mais il a été nommé, et il a eu le Kinderspiel des Jahres 2022. Et donc je me suis dit, je vais vous en parler, ça fera un jeu de plus. Alors on va réouvrir les images qui ne veulent plus s'ouvrir. Parfait. Donc c'est un jeu localisé par Gigamic à partir de 5 ans. C'est probablement pas cher, 15 €. Et donc on va reprendre le concept de la colline aux faux follets, c'est-à-dire qu'il faut emmener nos faux follets, nos petits bonhommes en tout cas, jusqu'au nain qui est au bout. Mais il faut y arriver avant la sorcière. Donc c'est un jeu coopératif, vous avez toute cette rivière de cartes face cachée. Vous retournez à chaque tour de cartes, vous les voyez ici. Si vous décidez de choisir cette carte-là, eh bien votre petit personnage va avancer jusqu'à un faux follet jaune. Si c'est la sorcière qui avance, eh bien elle avance. Bref, ma fille s'est réveillée, je vais devoir couper à nouveau cette vidéo, donc je reviens dans quelques minutes. Ah là là, fête des gosses, je vous jure, 1 heure pour l'endormir, pour faire une sieste finalement d'1/4 d'heure et se réveiller en pleurs. C'est compliqué. Bref, la colline aux faux follets, c'était la petite blague du jour, mais il y a un gros jeu qui sort que j'ai vraiment envie d'essayer. C'est le dernier Shem Phillips, et donc localisé par Pixie Games. En français, c'est Esdras et Néhémie, ou Ezra et Nehemia en version originale. Shem Phillips ainsi que son frère en illustrateur, donc c'est pas The Miko, donc c'est un peu moins clivant, mais je trouve ça toujours pas forcément ultra joli. Ça a ce côté fini à l'ordinateur et un petit peu factice, moi que je trouve pas très joli. Je préfère encore The Miko, même si c'est assez clivant. Ceci dit, le jeu, tout en étant en 3,86 sur BGG de difficulté, m'a l'air plutôt chouette, même si, alors attendez, je vais essayer de vous trouver une image. Même si quand on regarde ça, on s'est dit que ça a l'air quand même diablement impinable comme jeu. Déjà, certes, il y a des meeples de couleurs, mais tout est couleur égyptien là. Et franchement, il y en a de partout. Ça m'a l'air diablement illisible. Ceci dit, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Le but du jeu, c'est qu'on va devoir essayer de reconstruire la ville de Néhémie. Et vous allez voir que ça va être très religieux, parce qu'on va en profiter pour essayer d'instruire la Torah aux pèlerins qui viennent dans la ville. On est dans ce contexte de religion juive, et donc on est dans le Premier Testament, j'imagine. Je suis pas très au point là-dessus. Et finalement, la mécanique du jeu est plutôt cool. Ça va être un jeu de end management, comme on dit dans le milieu, mais en pratique, si on ne parle pas de manière trop bourgeoise, voilà, on va montrer ça. On a sur notre petit plateau personnel 3 emplacements, même si là on n'en voit que 2, mais croyez-moi, il y en a 3, et on va avoir des cartes, on va en avoir 4, qui vont avoir cette tronche-là, parce que ça, c'est une carte. On va en poser une sur un emplacement. L'emplacement, au départ, quand il est vide, importe peu. Et quand on le place, eh bien, on va faire les actions ici. Et en fonction des couleurs des petits drapeaux, vous voyez qu'ici, il y a 2 rouges et un gris, mais là, il y a 3 rouges, eh bien, on va activer des parties du plateau différentes pour construire des portes, construire le temple, pour apprendre la Torah, pour faire tout un tas de choses. Ça va être nos points d'action sur différentes parties du tableau. Et puis après, on fait l'action secondaire. Là, on peut transférer un cube de ça en 3 pièces, et ça, on peut le faire de manière illimitée. On joue nos cartes, et chaque manche, sachant que le jeu sera en 3 manches en tout, chaque manche, c'est 6 jours. 6 jours, c'est 6 cartes posées. Vous avez que 3 emplacements, donc vous avez bien compris que s'il faut poser 6 cartes, au bout d'un moment, eh bien, ces emplacements seront pleins. Eh bien, vous allez poser une carte au-dessus d'une autre, ici. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que cette partie supérieure ici visible, mais la partie là, avec la dame, sera cachée. Et donc vous aurez votre nouvelle carte avec ces 3 points d'action et le point d'action au-dessus.
Et donc vous allez pouvoir faire des cascades comme ça, à vous de réfléchir quelle zone vous voulez activer, comment vous placez vos cartes pour bien, faire du chaînage et faire en sorte de poser le plus de meeples possible pour avoir un plateau comme ça à la fin de la partie qui ne ressemble strictement à rien. Ceci dit, ça n'a pas l'air si compliqué que ça a l'air d'être juste un petit peu illisible quand on s'approche de la table au départ, mais en vrai, ça a l'air d'être plutôt chouette, celui-là j'ai vraiment envie d'y jouer. On arrive maintenant sur le vendredi 26 juillet, il n'y aura que 3 jeux, alors je vous l'ai dit, c'est assez pauvre, on a très peu de jeux à présenter au mois de juillet, mais tant mieux, c'est les vacances pour tout le monde, pour les éditeurs, pour tout le monde, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu moins de jeux. Premier jeu, ça sera une extension, attention à ne pas vous y prendre, c'est Micro Macro City Epic Cases, ça sort pour 13,50 €, alors c'est Pegasus pileux au départ, mais en France, je ne sais plus qui c'est qui sort ça, et clairement, en VO, le titre est moins trompeur, ça s'appelle Bonus Box. Alors bon, ça sera écrit sur la boîte, parce que je vous montre la boîte française, clairement c'est bien écrit, 3 enquêtes XXL inédites, mais en un tout petit peu plus petit, réparties sur l'ensemble des 4 plans. Parce que pour jouer à cette boîte, il faut avoir les 4 autres boîtes. Vous connaissez Micro Macro, vous avez une énorme carte avec tous des dessins comme ça, et puis vous avez des petites cartes qui vous donnent, il faut trouver lui, puis après lui, il faut le trouver, où est-ce qu'il s'est fait kidnapper, puis... Et donc c'est tout un plan où vous, dessus, vous essayez de chercher avec votre loupe, etc., parce que c'est très grand, et c'est plutôt sympathique. J'y ai jamais joué, mais ça m'a l'air plutôt sympathique. Et donc vous aviez finalement plusieurs boîtes avec du coup d'autres plans. Et d'ailleurs, je crois que la 4e boîte permettait de mettre les 4 plans l'un à côté de l'autre pour avoir une enquête un peu géante. Et bien là, c'est pareil, c'est du contenu supplémentaire, qui était du contenu lors de festivals ou des trucs qui ont été créés pour l'occasion. Et il va falloir réutiliser les précédentes boîtes, donc Crime City, je sais pas quoi, House, etc. Donc achetez cette boîte que si vous avez les 4 premières, sinon, eh bien, il vous manquera, vous ne pourrez pas jouer. Ensuite, on va parler du gros jeu dont on a parlé le mois passé, c'était le dernier jeu de la vidéo, je l'avais passé un peu rapidement, j'avais pas travaillé, et là je l'ai travaillé un peu plus, parce que du coup il n'y avait pas trop de jeux, donc on a essayé de sortir un petit peu les doigts du cul, et c'est Pampero. Pampero, ça sort, c'est App Game l'éditeur, mais c'est Intrafin qui le localise. Artiste Yanotu, les désignés par Julian Pombo. On est en Uruguay, ils n'ont pas d'énergie fossile, etc. Ils sont un peu en galère, ils se demandent comment faire pour pouvoir avoir l'énergie. Et donc, ils vont développer des énormes champs d'éoliennes. Et c'est ça que l'on va faire, qu'on va jouer dans ce jeu. Alors clairement, on reconnaît le design de Yanotu, c'est très épuré, des cartes avec des tons pastels. On a l'impression de jouer à Carnegie, mais à la plupart de ces jeux, et moi je trouve ça quand même vraiment magnifique. Là, on est vraiment sur du jeu expert, 3,81. On va essayer de montrer, voilà, la grosse mécanique du jeu, c'est notre plateau personnel. On va avoir des cartes en main. Et ces cartes, on va les jouer pour faire les actions. Je ne vous explique pas les actions parce que je n'ai pas joué au jeu, mais bref, vous faites tout ça. Vous choisissez, soit vous mettez dans la ligne du haut, soit vous mettez dans la ligne du bas. À vous de choisir. Pourquoi? Parce que finalement, à chaque fois que vous jouez une carte, vous allez devoir la jouer la plus à gauche possible. Donc tout ça, vous décalez. Si vous jouez en haut, tout ça, vous décalez. Et toutes les 3 actions, on va pouvoir récupérer une des cartes, mais celle la plus à droite d'une des 2 rangées. Donc à vous de choisir dans quel ordre vous placez tout ça pour pouvoir récupérer les bonus qui sont présents ici, parce que ça va permettre de récupérer des revenus, etc. Mais surtout de récupérer les cartes que vous voulez, quand vous le voulez. Si vous mettez la carte la plus importante dans cette zone-là, et que finalement vous jouez qu'une seule carte, vous pourrez la récupérer facilement. Si vous jouez 6 cartes, elle va mettre du temps à arriver. Donc ça va être ça la manière de gérer vos actions, c'est de placer ces cartes et de savoir dans quel ordre vous les jouez, ce que vous mettez en haut ou en bas et quand est-ce que je la récupère pour pouvoir faire des actions sur ce magnifique plateau 3,81 BG. Donc c'est pas si compliqué que ça quand même, mais ça va vous demander un petit peu d'effort. Comment marche le solo? Je ne sais pas, j'imagine que c'est un deck avec des actions, et puis on regarde celle qui est faisable, on descend dans l'ordre de priorité, et puis voilà, ça me semble assez simple. Ceci dit, celui-là, j'ai bien envie d'y jouer aussi. Ça coûte quand même un bras, c'est 115 € sans les extensions, parce que le jeu sort avec 2 ou 3 extensions, ça fait quand même un peu cher pour le jeu, un petit peu... je ne sais pas ce qui fait que ça nécessite autant d'argent. Alors j'imagine qu'il y a du contenu pour 4 joueurs, qu'il y a pas mal de meeples, qu'il y a peut-être du double couche, mais je trouve quand même que c'est très excessif. Après, j'en sais pas plus. Et le dernier jeu, un jeu qui ne m'intéresse absolument pas, c'est édité par Simone, c'est 130 €, donc on est encore plus cher, mais c'est un jeu de figurines, forcément, Simone Cool Mini or Not. 3,6 BGG, c'est Dune War for Arrakis, la guerre
pour Arrakis. Il y a plein de jeux Dune qui sortent. Attention à pas tout mélanger, hein. C'est pas Uprising, Dune Imperium Uprising qui devait sortir en juin, qui a été repoussé au mois d'août, il me semble. Bah oui, parce que c'est pas au mois de juillet, tout simplement. Là, ça va être un jeu de figurines, un jeu de conquête de territoire, où on est, on va contrôler soit les Harkonnen, soit les Atreides, Atreus, je sais plus, j'ai un doute. Et donc, jeu de figurines, on va se placer, on va faire du combat, on va jouer nos cartes qui vont faire qu'on va pouvoir déplacer des unités, on va faire des actions. Vous voyez qu'il y a des figurines bien moches si vous ne les avez pas peintes et qu'on va les répartir sur des petites zones. Et puis, il va y avoir de l'affrontement, de la conquête. Bien sûr, on a les vers des sables. Bref, un jeu pour ceux qui aiment les jeux de stratégie avec des figurines et qui ont envie de claquer 130 € dans un jeu. Voilà, j'espère que c'était pas trop anarchique, parce que vidéo retournée, vidéo arrêtée en cours de route pour être relancée, etc. Il est que 16 h quand je tourne la vidéo, mais pourtant je suis quand même en PLS. Voilà, peu de jeux. Dites-moi en commentaire ce que vous retenez. Moi, je retiens essentiellement Ascension. Je vais vous passer les extensions des JCE parce que ça permet, c'est à peu près, il faut aimer le jeu de base pour pouvoir le sortir. Mais Ascension et Esdras et Néhémie sont les jeux que j'attends le plus. Je testerai bien Pampero et je vais tester ce Smashers, mais voilà, si je devais en prendre que deux, ça serait Ascension et Esdras et Néhémie. Dites-moi, vous, les jeux que vous attendez là-dedans. Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? Ça peut arriver, dites-le moi, ça me servira, mais ça servira aussi à vous qui regardez les commentaires, n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes ces prochaines vidéos. Il y a des petits liens affiliés en description également. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour nos vidéos. Ciao, ciao.